Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir ici sur cette chaîne un spécialiste de la physique quantique, un professeur de prépa en physique à Stanislas à Paris, qui a enseigné là-bas pendant 35 ans et qui du coup a fait de la physique son métier. Donc merci à Yves Dupont de venir nous parler de son dernier livre qui parle de la physique quantique et du rapport que l'on peut faire entre la physique quantique et Dieu. Bonjour Yves, et est-ce que tu pourrais te présenter à notre auditoire? Bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. Oui, donc j'ai fait de la physique quantique véritablement euh, lorsque j'étais chercheur, j'ai fait une thèse en physique quantique, en théorie quantique des champs, sur la physique des particules. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Je n'ai jamais décroché, donc ça m'a toujours intéressé. J'en ai fait un petit peu avec les élèves, et puis j'ai beaucoup repris ces études, en particulier évidemment à l'occasion de ce livre qui s'intitule L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Voilà. Super. Et du coup, vous avez fait aussi une thèse en physique théorique sur quel sujet? Oui, alors donc c'était une thèse je dis en physique théorie quantique des champs, physique théorique. Le sujet est un peu technique, ça s'appelait la violation de CP. C'est une symétrie qui est liée au retournement du temps dans un modèle de Weinberg et des bosons de Higgs. Et puis une autre partie traitait de la durée de vie du proton, du calcul de la durée de vie du proton, qui dans le modèle dit de grande unification est une particule instable, mais avec une durée de vie de 10 puissance 30 années, donc on a le temps de voir venir. Très bien. Alors, dans ce livre, vous nous parlez de physique quantique. Est-ce que déjà vous pourriez rappeler à nos auditeurs qui ignoreraient ce domaine-là de la physique ce dont il s'agit? Qu'est-ce qu'il faut retenir principalement de ce qu'est la physique quantique? Oui, alors c'est aussi l'occasion de dire que dans le livre, il n'est nul besoin d'être spécialiste pour le lire, il est ouvert à tout le monde et je crois d'une lecture relativement aisée. Alors, la physique quantique a émergé par l'étude de l'infiniment petit et d'éléments que l'on n'arrivait pas du tout à expliquer avec la physique classique. En premier lieu, la quantification des grandeurs. Une grandeur quantifiée, c'est qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs. C'est comme si votre voiture ne pouvait rouler qu'à 10, 20, 30, 45 ou 50 km/h sans pouvoir passer par les valeurs intermédiaires. Donc c'est quelque chose de tout à fait surprenant et qui n'existe évidemment pas en physique classique. Alors les physiciens ont réfléchi tout le début du XXe siècle à cette question. On estime que c'est en 1925 que la physique quantique a pris vraiment son corps de doctrine. C'est pour ça que nous sommes au 100e anniversaire de la physique quantique et qu'à ce titre, d'ailleurs, l'UNESCO, nous sommes à la pointe des progrès, a décrété avec l'ONU que 2025 est l'année internationale de la physique quantique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette physique s'est développée en fait à partir d'une idée qui peut paraître absurde, émise par le physicien français Louis de Broglie, dit par Heisenberg autrement, mais ça revient finalement au même, que toute particule est accompagnée d'une onde. C'est-à-dire que la réalité, c'est une dualité entre une particule, qu'on imagine comme un petit grain qui se promène dans l'espace, et une onde qui est antinomique, puisque une onde s'est étalée comme une vague dans l'espace, donc on ne voit pas très bien en quoi ceci pourrait représenter une particule. En plus, cette onde est abstraite, c'est une grandeur qui vibre dans un espace mathématique, un espace de Hilbert, donc c'est une onde bien difficile à palper. Toutes les curiosités quantiques sont liées à ce caractère ondulatoire associé aux particules. Alors, parmi ces curiosités, il y a le principe d'Eisenberg qui dit que certaines grandeurs sont incompatibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les déterminer simultanément. C'est le cas de la position et de la vitesse d'une particule. Si vous avez la position, vous ne pourrez jamais dire quelle est, a priori, quelle est la vitesse de la particule. Et puis d'autres grandeurs encore. C'est la question de la superposition, c'est-à-dire qu'il y a des états superposés. Attention, une superposition, ce n'est pas un mélange. Je prends un exemple de bonbons. Je prends des bonbons rouges et bleus, chacun a son état, rouge ou bleu, et dans l'état superposé, vous allez me dire c'était un mélange, mais il serait violet, ils sont ni l'un ni l'autre. Et par contre, si je regarde, c'est-à-dire si je fais une mesure, je ne pourrais trouver que rouge ou que bleu selon une certaine probabilité. C'est donc une superposition, et dans cet état de superposition, la particule, le bonbon ici, n'a plus d'état au sens classique du terme. Il n'est plus défini que par un objet mathématique, la superposition des ondes. Un autre élément associé à cela est le fait
qu'il y a un hasard irréductible, c'est-à-dire que dans une superposition, savoir si je vais trouver rouge ou bleu, il y a une probabilité, donc il y a du hasard, et ce hasard n'a pas de cause physique, nous pourrons y revenir. Il est donc irréductible, c'est du vrai hasard. Il n'y a aucun autre exemple dans le monde où il existe un hasard parfait comme cela. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, c'est l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est le fait que si on prend deux particules qui sont émises chacune en état de superposition, reprenons les bonbons, je prends un bonbon à ma gauche qui est rouge ou bleu, un bonbon à ma droite qui est rouge ou bleu, et ils sont intriqués dans le sens que si l'un est trouvé rouge, l'autre automatiquement sera bleu. C'est une curiosité mathématique liée à cette superposition. Ce qui fait que s'ils sont séparés même de millions de kilomètres, par exemple l'un est sur Sirius et l'autre sur Terre, un observateur sur Sirius trouve le premier rouge, et bien un observateur sur Terre, automatiquement, instantanément, trouvera que le second s'est bloqué sur l'état bleu. Comme s'il y avait un effet mystérieux, c'est le moins qu'on puisse dire, instantané à grande distance. Donc ça, c'est l'intrication quantique qui va avoir des conséquences théoriques et philosophiques considérables. Donc voilà, grosso modo, l'essentiel de ce qu'on peut dire très rapidement sur la physique quantique. D'accord, très bien, merci. Et on peut dire aussi que la majorité des interprétations contemporaines de la mécanique quantique sont indéterministes. On est d'accord que l'interprétation majoritaire aujourd'hui, c'est toujours celle de Copenhague, et c'est Oui, pas les interprétations déterministes. alors en fait, il y a eu, elles sont toutes indéterministes, in fine. Il y a des interprétations qui sont plus ou moins réalistes. L'interprétation de Copenhague est sans doute, alors Copenhague, c'était le lieu de travail de Niels Bohr, un des grands fondateurs de la physique quantique, et majoritairement retenue, c'est celle qu'utilisent les physiciens pour faire leurs calculs tous les jours dans les laboratoires. Et elle est à la fois abstraite et indéterministe. Il y a eu des tentatives d'interprétation plus réalistes, en disant bah, les particules, je vais essayer de les suivre, en fait, elles ont quand même une trajectoire. On peut en dire un mot, j'en dis un mot dans le livre, c'est l'interprétation de De Broglie au début de sa carrière, si je puis dire, et de Bohm, un physicien, David Bohm, un physicien américain très, très fort en physique, qui avait eu cette idée, qui a repris l'idée de De Broglie, en disant bah, finalement, on va donner un côté réaliste en redonnant une trajectoire d'une certaine façon aux particules. Mais on se rend compte que ce faisant, d'abord, c'est pas si réaliste que ça, et surtout, l'indéterminisme fondamental est toujours là. Simplement, il est renvoyé un peu ailleurs. Il est renvoyé plus dans les conditions initiales que dans l'état final de détermination. Mais il y a toujours un indéterminisme. Il n'y a aucune théorie qui fait disparaître l'indéterminisme. Sinon, je crois qu'elle alors, elle pourrait triompher, mais on verra qu'expérimentalement, avec l'expérience d'Alain Aspect, en fait, c'est le point de vue de Copenhague qui, irréductablement, est le bon. Donc, il n'y a plus vraiment de discussion sur cette affaire-là. D'accord. Et dans votre livre, vous soutenez que la physique quantique est plus pertinente pour évoquer les questions métaphysiques que la physique classique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? Oui, c'est une bonne question et je crois que c'est très vrai. C'est que la physique classique, euh, c'est un ensemble, elle se présente un peu comme une théorie mathématique, c'est-à-dire avec des axiomes, un ensemble de principes à partir duquel, logiquement, vous déduisez des explications et des prévisions. La physique newtonienne, vous avez un principe de la dynamique qui relie la force à l'accélération. Et une fois que vous avez ça, avec des moyens de calcul mathématiques, vous obtenez des prévisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je cite Newton, justement? Parce que avant Newton, c'est-à-dire avant le XVIIe siècle, la physique était une partie de la philosophie, ça s'appelait la philosophie naturelle. Et Newton a fait avancer la physique avec un pas de géant en la mathématisant. D'ailleurs, son traité s'appelle Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il s'inscrit dans le cadre de la philosophie naturelle. Ce faisant, quand il a mathématisé, eh bien, les questions philosophiques, celles de la philosophie naturelle, disparaissaient parce que le corpus mathématique se suffisait à lui-même et point besoin de s'intéresser aux questions de la substance, de l'origine des choses, de leur existence en soi, de l'être, questions philosophiques qui n'apparaissent plus du tout dans le cadre de la physique, puisque celle-ci est entièrement mathématique. Et donc, avec des équations et des grandeurs mathématiques, on répond aux questions qui se posent.
Et donc, pendant 300 ou 400 ans, la physique a ainsi évolué, ainsi en particulier au 19e siècle, à tel point d'ailleurs que le scientisme fin 19e, avec Berthelot en France qui était à la pointe, imaginait qu'on allait répondre à tout. Il disait on a mis fin au mystère parce que tout est mathématisé. Et ce qui se produit assez paradoxalement avec la physique quantique, c'est qu'à force d'être hyper mathématisée, finalement, elle perd pied avec le réel usuel et elle est obligée d'envisager de poser la question du réel, qu'est-ce que le réel, de poser la question sous-jacente de l'existence, et ces questions-là sont évidemment des questions métaphysiques qui reviennent inévitablement en physique quantique par son hypermathématisation. Ça, c'est intéressant pour ce qui est de la physique. Mais on peut faire aussi le lien avec ce qui s'est passé en mathématiques. Il y avait un courant de pensée qui pensait que on allait finir par pouvoir démontrer tous les théorèmes et que tout allait finir par être résolu. Et on retrouve aussi, dans le cas des mathématiques, le fameux théorème d'incomplétude de Gödel qui montre qu'il y a certaines vérités qui sont indémontrables en mathématiques dans le cadre des axiomes donnés. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ça, cette révolution à la fois dans le domaine de la physique et dans le domaine purement abstrait des mathématiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Alors c'est un lien que je fais également dans le livre. Oui, Euh, L'idée étant que les mathématiques ne semblent pas être une construction purement humaine, mais existent en soi, puisque, alors, il y a eu un super théorème de Gödel montré par un mathématicien et informaticien de génie qui s'appelle Grégory Chaitin, qui est actuel, qui montre que l'ensemble des propositions vraies est infini, mais infini au sens cantorien, c'est-à-dire un infini en acte, que l'ensemble des propriétés démontrables est infini aussi, mais qu'il est alors de taille nulle, c'est-à-dire, ça vient de ce que ça veut dire, il est rare, c'est le terme consacré, par rapport au précédent. Donc tout ce que je pourrais démontrer au mieux parce que c'est infini, donc je ne vais sûrement pas y arriver, c'est epsilon en quelque sorte, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qui oui. existe. Dans ce cas, on ne voit pas très bien comment les mathématiques pourraient paraître être une construction purement humaine, puisque je ne peux même pas les aborder dans leur ensemble. Oui, c'est un peu comme le cardinal de l'ensemble des entités naturelles qui est infiniment petit par rapport au nombre de réels, par exemple, mais qui C'est reste ça, infini. c'est ça. Voilà, c'est les transfinis de Cantor qui ont des relations d'inclusion en quelque sorte. Tout à À fait. la Et différence c'est que vrai grand que R n'est pas dénombrable. et grand R n'est pas dénombrable. Mais, et donc, effectivement, la physique quantique retrouve aussi ce côté-là, oui, tout à fait, Ouais. d'ouverture sur quelque chose qui n'est pas appréhendable simplement par les concepts classiques. Alors, votre livre, sa spécificité, c'est qu'il nous parle non seulement de physique quantique, mais aussi il introduit l'idée de Dieu, le concept de Dieu. Et donc, une question qui pourrait spontanément arriver aux auditeurs ou aux lecteurs, c'est de se dire, mais est-ce que la science en elle-même est capable de parler de Dieu? Ou alors, est-ce qu'elle est capable de nous donner des indices qui, philosophiquement, nous font conclure à l'existence de Dieu? Donc, comment est-ce que vous répondez par rapport à ça et quelle thèse centrale vous développez dans votre livre dans le rapport entre Dieu et la physique quantique? Oui, alors c'est une question légitime, parce qu'effectivement, ça dépend ce qu'on entend par science. Si on a un point de vue purement positiviste de la science, qui consiste, je parle pour la physique, à écrire des équations, je prévois que A égale B, je vérifie que A égale B, d'abord c'est pas très rigolo, et c'est sûr que dans ce cadre-là, je ne vais pas m'échapper de mes équations. Je ne vais sûrement pas mettre Dieu en équation, parce que Dieu est multiplement infini et mes équations sont finies. Donc c'est assez mal parti. Donc on comprend cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la science a ses interprétations. Et quand vous posez les questions sur l'origine des choses, pourquoi est-ce que ça se passe comme ci, etc., vous sortez de ce cadre positiviste. D'ailleurs, les positivistes refusaient qu'on fasse ça. Ils parlaient des ténèbres de la pensée à ce moment-là. Vous sortez de ce cadre positiviste et inévitablement, vous répondez à des questions philosophiques. Et dans le cas de la physique quantique, eh bien, c'est comme s'il y avait des fenêtres qui s'ouvraient sur autre chose que le monde matériel. Alors, un élément central, c'est, il n'y a pas que moi qui le dis, parce que je reprends aussi ce qu'a dit Bernard d'Espagna, qui est un grand penseur de la question, qui a écrit beaucoup de livres, c'est un grand physicien, qui a développé l'idée du réel voilé. L'idée, c'est qu'il y a un autre élément de réalité
que celui que l'on perçoit matériellement. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que, en physique classique, quand vous prenez un objet, je prends voilà, un stylo sur cette table, si je m'en vais, j'aurai toujours l'idée qu'il est encore sur la table. Je ne vais pas me triturer l'esprit pour savoir s'il est encore là ou pas là. Si je mesure une de ses caractéristiques, je vais trouver telle ou telle grandeur, par exemple pour sa masse ou son énergie. Mais si je le mets dans le même état et qu'un autre physicien arrive, il va trouver la même valeur. On dit qu'il a une existence en soi objective. Il existe objectivement, c'est-à-dire indépendamment de l'observateur. Ce qui se passe en physique classique, quantique, pardon, c'est que si je reprends la même expérience, le premier observateur va trouver plus 1, mais le deuxième va trouver plus 2, avec une certaine probabilité. C'est le hasard irréductible qui se trouve derrière la physique quantique, et que donc je ne peux pas associer à l'objet une réalité en soi, objective, indépendante de l'observateur. À partir de là, chacun admet peu ou prou en physique et en philosophie que les éléments ont des réalités en soi, c'est-à-dire indépendantes des observateurs. Et donc, je ne peux plus associer une réalité en soi aux particules physiques. À partir de là, se pose une véritable question, où est donc la réalité en soi? Et l'analyse que conduit Bernard d'Espagna et moi par un autre biais conduit à dire que la réalité en soi n'est pas matérielle. Donc il y a un autre élément de réalité qui n'est pas dans le monde de la matière. Et s'il n'est pas dans le monde de la matière, c'est qu'il est dans le monde de l'esprit. C'est ça l'essentiel, en quelque sorte, de l'argument que j'étaye et que je développe de différentes façons. Très intéressant, merci. Et donc, ce que vous dites, en fait, la thèse, enfin, ce que ça implique, votre thèse, c'est que aujourd'hui, ce qu'on appelle le matérialisme classique, c'est-à-dire la réduction de la réalité ontologique à la matière seule, n'est plus tenable aujourd'hui du point de vue de la physique moderne. C'est bien ce que vous dites. Ouais, tout à fait, c'est ce que ça signifie. En corollaire, on peut dire aussi que le réductionnisme, qui est finalement à la base aussi du matérialisme classique, celui de l'atomisme, qui consiste à dire que tout objet peut se ramener à ces petites parties élémentaires que sont les atomes, ne tient plus, mais ne tient vraiment plus parce que les atomes apparaissent comme n'ayant pas de réalité en soi, et qui plus est, mieux décrits par les ondes, par les fonctions d'ondes, donc par les états mathématiques, que par toute autre appréciation physique. Autrement dit, ce qui semble se trouver à l'origine des états matériels, in fine, ce ne sont pas des petits grains de matière qui se promènent, mais ce sont des abstractions mathématiques. Or, la question, si on est matérialiste, on pense que la matière est le tout du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la matière, et que donc que la pensée est un épiphénomène, d'ailleurs Engels le dit, un épiphénomène de la matière. Comment donc la matière pourrait-elle s'appuyer sur des entités qui, in fine, sont le produit de la pensée, c'est-à-dire qui seraient le produit de la matière? Il y a une contradiction logique assez évidente. Donc, en vérité, il n'y a plus grand monde qui revendique un matérialisme pur et dur classique comme ça. Alors, ce que je décris là n'a pas échappé à un certain nombre de penseurs. Je cite dans le livre Comte Sponville parce que il est athée, mais il est intéressant à lire et il n'est pas du tout sectaire. Il a bien compris la physique moderne, il a bien compris qu'il y avait un problème. Alors, il essaye de s'en sortir en mettant dans le même sac tout ce qu'il trouve pour en disant bah, c'est ça la matière. C'est les champs, c'est l'énergie, c'est ce qui vibre, etc. Ce à quoi je réponds que c'est pas du tout tenable parce que ce qui met dans ce sac, ce sont des entités pensées par l'esprit, qui n'ont pas de réalité matérielle en soi, quoi. Elles dépendent des hommes qui font la physique. Donc, ça peut absolument pas être sous-jacent d'une réalité ontologique du monde. Voilà. Donc, je crois vraiment Et que le matérialisme n'est plus du tout pensable. d'accord. Et comment vous répondriez à l'objection de ceux qui disent que c'est le vide quantique qui est le substrat fondamental de l'être? Oui, alors ça, j'y réponds d'autant mieux que j'ai fait la théorie quantique des champs, et la théorie quantique des champs, son état de base, c'est le vide quantique. On note ça, le quai de zéro, zéro pour vide. Le vide, c'est un état physique un peu particulier parce que toutes ses caractéristiques sont nulles. Son énergie est nulle, ses quantités de mouvement est nulle, il n'y a aucune grandeur
qui soit non nul dans le vide. Comment fonctionne et donc il apparaît dans une théorie. En fait, il apparaît à la suite des travaux de Dirac qui a introduit les antiparticules en réussissant à fondre la physique quantique classique avec la relativité. Ça a donné lieu à l'équation de Dirac et à la théorie des champs. Qu'est-ce que c'est qu'un champ quantique? C'est une potentialité de fonction d'onde d'état quantique. Mais une fonction d'onde, ce n'est pas une actualisation d'un état physique, c'est aussi un état abstrait, une abstraction mathématique. Le champ quantique, c'est une abstraction, c'est une double abstraction. C'est la possibilité d'une fonction d'onde qui est elle-même une abstraction. Et le vide quantique, c'est un potentiel de particules qui peuvent jaillir du vide, mais en fait, c'est un potentiel de champ, de fonctions d'onde, donc d'entités purement euh, abstraites et intellectualisées, qui peuvent in fine s'actualiser en état matériel. Mais donc, c'est absolument pas un état matériel. Mais personne n'a jamais vu le vide quantique. Le vide quantique, il apparaît dans la théorie. Alors, c'est vrai que dans le quotidien du travail des physiciens en théorie quantique des champs, on discute comme si le vide était un vieil ami qu'on connaît bien. Mais en fait, c'est un intermédiaire de calcul. Les champs quantiques, ils font apparaître ce qu'on appelle les opérateurs de création, d'annihilation. Création, ça fait sortir une particule de vide, mais tout ça, c'est formel. C'est lié aux travaux de Feynman sur la théorie quantique des champs. Mais en fait, les seules choses qu'on reconnaisse physiquement dans ces théories, c'est les états de départ des particules qui existent, les états finaux d'autres particules, parce qu'il y a des interactions qui existent aussi, et entre les deux, les champs, ils sont surtout dans notre tête. Donc je crois que le vide quantique, il est complètement dans notre tête. En D'accord, tout très cas, il n'est intéressant. pas matérialisé. Et comment est-ce que vous répondriez à ceux qui disent aujourd'hui, donc c'est très très courant sur Internet, d'avoir des athées qui font des vidéos pour dire, bah, regardez, la physique quantique a réfuté le principe de causalité. Le principe de causalité dit que tout est fait à une cause, ou tout ce qui est contingent à une cause, ou encore une autre forme du principe de causalité fondée sur ex nihilo nihil fit, de rien ne sort rien, donc ce qui implique que tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Et ils vont dire, ça y est, au XXIe siècle, la physique quantique a montré que le principe de causalité était faux. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la physique quantique de ce genre, parce que les gens se réfèrent à des expériences où l'on ne conçoit que les particules. Alors à ce moment-là, on peut dire toutes sortes de choses bizarres. Non, une particule peut être aussi bien à Paris qu'à Valparaiso au même moment, par exemple. Ça, c'est le chat de Schrödinger. C'est l'expérience du Alors, chat il y a de aussi Schrödinger. le chat de Schrödinger. Ça, je pourrais en dire un mot après. C'est un peu différent de chat de Schrödinger parce que c'est un ensemble macroscopique de particules. Si je reprends D'accord. l'exemple précédent, euh, on me dira, bah voilà, ça rime plus à rien, on ne sait plus ce qui se passe dans l'espace, que si la particule à Paris, comment se fait-il qu'elle puisse être en même temps à Valparaiso? C'est absurde. Mais par contre, si je dis que la physique quantique se traite par des états quantiques qui sont des fonctions d'onde, alors j'ai une superposition de deux fonctions d'onde, l'une qui correspond à une particule centrée typiquement sur Paris et l'autre sur Valparaiso. La superposition est un état abstrait et quand je fais la mesure, je trouve soit l'une, soit l'autre, mais je trouve surtout pas les deux en même temps parce que la particule ne va pas se couper en deux. Donc généralement, toutes les questions qui ont trait à des absences de causalité, c'est parce que les gens ne peuvent pas se mettre dans la tête que la réalité quantique, elle est d'abord due aux états quantiques, c'est-à-dire aux états abstraits liés à ce qu'on appelle les fonctions d'onde. Et à ce moment-là, vous rétablissez la causalité. D'ailleurs, l'équation de Schrödinger, qui permet de trouver les fonctions d'onde des particules, l'équation déterministe. C'est-à-dire que si vous connaissez l'état de la particule à un instant zéro, alors vous connaîtrez l'état de la particule dans les instants ultérieurs. Donc c'est totalement déterministe. Donc cette affaire-là ne tient pas du tout. Et je pense pouvoir répondre point par point aux exemples qui peuvent être donnés. Ce qui est vrai, Donc, à l'inverse, c'est qu'il y a un hasard qui apparaît sans cause physique. Ça, on pourra y revenir. Mais c'est ça aussi qui peut nous amener à l'idée de l'esprit omniscient, justement, de sortir du d'accord, monde très intéressant. physique.
Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, on ne peut pas dire aujourd'hui la physique quantique a réfuté le principe de non-contradiction, qu'une chose peut être à la fois A et non A sous le même rapport. Voilà, Voilà, ça n'a voilà. aucun sens de soutenir ça rationnellement. Et, la physique quantique n'a pas réfuté le principe de causalité, juste parce qu'on ne peut pas identifier forcément la cause de manière déterministe, il ne s'ensuit pas, et que la cause est seulement probabiliste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Et donc, il y a aussi une confusion parfois chez les athées lorsqu'ils disent que des particules peuvent surgir du vide quantique. Donc, on a vu tout à l'heure que le vide quantique, c'était une abstraction qui faisait partie de la théorie, mais le vide quantique n'est pas le néant, n'est pas l'absence d'être. Si ça Non. existe, c'est un champ doté de lois, voilà, de caractéristiques physiques particulières, mais c'est pas l'absence totale d'être. Non, Or, c'est en pas l'absence d'être, métaphysique, mais c'est pas voilà. actualisé. On est plus dans le domaine du potentiel ou de la pensée. Voilà. Mais ça ne réfute pas l'idée que, comme quoi le non-être peut produire de l'être. Donc, il y a souvent Absolument. une erreur chez les scientistes C'est vrai. de penser que de tirer des conclusions métaphysiques qui sont hâtives par rapport à ce que montre la science. Et donc, non, la physique quantique n'a pas réfuté le principe de causalité, elle n'a pas réfuté le fait que le non-être ne peut pas produire de l'être, que la non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose. Ça reste des principes métaphysiques qui sont fermes et solides et qui ne sont pas remis en question par la science contemporaine. Je pense que vous êtes Alors, d'accord. il y a par exemple une expérience, alors c'est un petit peu délicat de l'exposer par oral comme ça, d'interférence d'ondes associées à des particules. Euh, mais l'expérience est subtile. C'est-à-dire qu'une fois que la particule a franchi une porte, en quelque sorte, on modifie à ce moment-là les conditions d'entrée, ce qui fait que normalement, elle n'aurait pas dû se comporter comme une particule, mais comme une onde, et qu'en vérité, elle va donner lieu à des effets attendus par les ondes en sortie. Tout, comme, tout se passe comme si la particule se disait, ouh là là, ils ont modifié mes conditions d'entrée, il faut que je modifie mon comportement. Alors, c'est une interprétation. Ça montre que considérer les particules, c'est aussi toujours un petit peu délicat dans le discours. Mais en vérité, l'affaire s'explique avec les fonctions d'onde. Simplement, et donc les états quantiques, on a du mal à greffer une histoire en quelque sorte derrière. C'est plus compliqué qu'une cause directe avec un effet direct. Mais ça s'explique. Voilà. Donc, il n'y Très a pas bien. voilà. Et donc, par rapport aussi à ce que dit la physique contemporaine, donc ça c'est un petit peu en dehors de la sphère de la physique quantique précisément, mais il y a aussi la question en métaphysique qui nous intéresse, qui est la question du commencement radical de l'univers, de l'espace-temps et de la matière, parce qu'on sait depuis Einstein que l'espace, le temps et la matière sont liés entre eux, ne forment qu'une réalité. Enfin, moi je pense que philosophiquement, on peut donner des arguments pour montrer que le passé ne peut pas être infini, qu'on ne peut pas provenir d'un passé infiniment éloigné, et que métaphysiquement, des penseurs comme Philopon, Bonaventure, et des penseurs plus contemporains comme William Lane Craig, Robert Koons ou Alexander Proust ont donné plein de paradoxes contre l'idée qu'il puisse exister un infini dans le passé. Mais Absolument. qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la science là-dessus? Est-ce que vous qui côtoyez les cosmos, ceux qui travaillent dans la cosmologie, est-ce que vous constatez qu'il y a une forme de consensus majoritaire sur le fait que l'univers a un commencement? Il me semble que le théorème de Borde-Guth et Vilenkin penche dans ce sens. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi, mais pas tout le monde. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des données expérimentales liées aux sondes qui étudient le rayonnement de fond cosmologique. Donc, il y a la sonde Planck, lancée par les Européens. Moi, j'ai lu un article que je cite dans mon livre de Reflets de la physique, qui montre que les données permettent de remonter à l'état de l'univers une seconde après le Big Bang, et que ce qui est observé est entièrement conforme aux prédictions du modèle dit standard de Friedman, du modèle de cosmologie et du modèle standard de physique des particules. Donc plus on avance, plus ça semble se confirmer. Cependant, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas admettre cela et qui cherchent des théories alternatives. Alors ça, on peut toujours en trouver.
Je conseille un très bon livre, si on veut faire une revue de ces théories alternatives, ce qu'on peut appeler la nouvelle physique, c'est le livre de Jean-Pierre Luminet qui s'appelle L'écume de l'espace-temps, où il dit très explicitement qu'elles ont toutes un seul objectif, c'est de contourner l'horrible, entre guillemets, singularité initiale. Singularité initiale, c'est le début, parce que ça fait trop penser à la création. Donc, il faut absolument avoir une autre théorie. Et parmi ces essais, il y a des théories de champ, de gravité quantique, euh, alors il y en a plusieurs, la gravité à boucle, la théorie des cordes, mais il y en a d'autres, qui justement essayent d'éviter cette singularité. Sans succès, parce que ces théories n'aboutissent pas. En fait, on n'arrive pas à quantifier le champ de gravitation, ce qui reviendrait à quantifier l'ensemble du monde, l'ensemble de l'univers, l'ensemble du cosmos. Et on peut peut-être douter, Roger Penrose émet des doutes à ce sujet, que l'on puisse un jour fondre ces deux théories. Toujours est-il qu'il n'y a pas de théorie alternative qui fonctionne à la vieille théorie classique qui, elle, donne lieu à un début de l'univers, en effet. D'accord. Et que pensez-vous du coup de l'argument de la seconde loi de la thermodynamique pour le commencement? Pour ceux qui ne savent pas, la seconde loi de la thermodynamique affirme que l'entropie, c'est-à-dire le désordre, tend à s'accroître dans un système isolé. Et donc l'analogie qu'on peut donner pour faire bien comprendre ça, c'est euh, que si vous voyez un feu de cheminée en face de vous, vous savez deux choses. Premièrement, il y a quelqu'un qui l'a allumé il n'y a pas longtemps. Et deuxièmement, il va finir par s'éteindre dans un certain temps parce que il aura consommé tout son carburant, consommé toute son énergie. Et donc, ce qu'ont remarqué les physiciens au 19e siècle, c'est que l'univers, c'est comme une grosse boule de feu, une grosse boule d'énergie, enfin feu de cheminée, et que s'il existait depuis un temps infini, il se serait déjà éteint, il aurait atteint asymptotiquement une mort thermique puisqu'il aurait brûlé tout son carburant, entre guillemets. Et donc, dès le 19e siècle, les physiciens concluaient que l'univers avait un début sur la base de cet argument de la deuxième loi de la thermodynamique. Que pensez-vous de cet argument aujourd'hui à la lumière des données de la physique contemporaine? Alors, vous me prêtez des connaissances que je n'ai pas nécessairement, parce que je suis très loin de tout savoir, mais de ce que j'ai pu voir, je vais vous répondre. Tout d'abord, c'est un bon argument. Le second principe, c'est l'œuvre de Clausius en 1856. Il est enseigné partout dans le monde entier. Engels, lui, avait bien compris le problème, puisqu'il a écrit quelque part que ce second principe est nécessairement faux, puisqu'il amène à l'idée, effectivement, d'un univers qui a un début. Donc, il n'est pas le seul à avoir très bien compris ça. Il y a le naturaliste allemand Haeckel, qui a écrit un, un article dans un livre qui conclut le second principe de la thermodynamique, il appelle ça la seconde loi, doit être sacrifié, parce que ça ne va pas du tout avec ses vues de cosmos éternel. Arrhenius, en 1810, le célèbre chimiste danois, je crois, pareil, il dit depuis le temps infini que l'univers existe, c'est donc sa prémisse, eh bien, on aurait dû atteindre déjà son état de mort thermique prévu par Clausius. Donc, Clausius s'est trompé. Ben non, c'est Arrhenius qui s'est trompé avec sa prémisse. Voilà. Donc, après, c'est toujours pareil, il peut y avoir des discussions, dire est-ce que le second principe de la thermodynamique s'applique à l'ensemble de l'univers? Alors, il semble que oui. D'ailleurs, on peut même calculer l'entropie d'un trou noir. Un trou noir, c'est quand même un ogre qui mange toute la matière qui passe à son voisinage, et c'est totalement irréversible. Or, la création d'entropie, c'est lié à l'irréversibilité des transformations. Donc, il semblerait bien que l'univers, même l'univers dynamique, avec sa cosmologie évolutive, avec tout ce qui se passe dans l'univers, les étoiles qui apparaissent, qui explosent, etc., bah oui, l'entropie augmente. Quand une étoile explose, l'entropie augmente. Donc, c'est encore pire que ce qu'on pensait au 19e siècle. Donc, je pense que l'argument se renforce. Et puis, la seconde loi de la thermodynamique s'applique à tout système fermé. Or, on peut considérer que l'univers est un gros système fermé sur lui-même parce qu'il n'y a justement rien en dehors. Je ne sais pas Oui. si vous êtes d'accord avec ça. Oui, tout à fait. C'est que, bon, ça rappelle l'univers, c'est l'ensemble des corps qui existent. Donc, par définition, il Ouais. n'y en a pas d'autres. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, c'est Mm. qu'il est fermé. Voilà, tout à fait. Et alors, en tant que physicien, que pensez-vous de l'hypothèse qu'ont proposé euh, certains athées contemporains, qui est l'hypothèse des multivers euh, pour, euh, pour répondre à la question du réglage fin? C'est encore un autre sujet, mais est-ce que vous pensez que du point de vue de la physique, c'est une hypothèse il y a des éléments concrets physiquement pour penser qu'il y a une multitude d'univers, une infinité d'univers répandus comme Ah, ça?
D'abord, il en faudrait effectivement un nombre substantiel, c'est-à-dire une infinité. Aristote avait eu cette intuition qui semble vérifier que l'infini en acte, le vrai infini, n'existe pas dans la nature. Donc, on Mm. peut penser qu'il n'y a pas un infini en acte d'univers, pour commencer. Bien. Après, c'est une idée spéculative, elle fait partie de celle que je citais tout à l'heure, c'est pour essayer de contourner des choses qui dérangent, en particulier le réglage fin. Du point de vue de la physique quantique, les premiers multivers qui ont été proposés sont ceux de la théorie d'Everett. Lorsque l'on fait une mesure en physique quantique, on peut obtenir une valeur de la grandeur de ce que Schrödinger appelait le catalogue. Je peux trouver de certaines valeurs, 1, 2, 3, 4, etc. Mais rien ne me dit, quand je fais la mesure, si je vais trouver 2 ou si je vais trouver 3. On me renseigne sur la statistique, c'est-à-dire que si je fais 1000 mesures, j'aurai statistiquement plus de 2 ou plus de 3. Mais quand je fais une seule mesure, aucun principe de physique peut me dire ce que je vais trouver parmi le catalogue. Et pour échapper à cela, Everett a fait une théorie assez extraordinaire où il considère qu'en fait, le monde ne choisit pas, que l'observateur est lui-même un objet quantique et que quand il fait sa mesure, il peut trouver 2 et 3. Je trouve 2. Ben, Yves Dupont a trouvé 2. Mais ce que je ne sais pas, nous dit Everett, c'est que l'univers s'est dédoublé, donc c'est le début du multivers, et que j'ai un autre cousin, mais qui s'appelle aussi Yves Dupont et qui voit encore Mathieu Lavagna devant lui, c'est ça qui est extraordinaire, qu'il a trouvé 3. Voilà. Alors, ça pose des problèmes métaphysiques et philosophiques quand même assez forts. Bon, j'en apporte des critiques qui ne sont pas de moi, hein, que j'ai lues à droite à gauche dans la littérature sur cette théorie d'Everett. Et finalement, Antoine Suarez, qui est un physicien qui réfléchit beaucoup à la philosophie de la physique quantique, et qui j'ai beaucoup échangé, lui dit c'est pas cette affaire. Il y a peut-être un début de vérité, mais ce ne sont pas des mondes qui se dédoublent et qui deviennent physiquement plusieurs mondes. Il dit ce sont les mondes possibles. Et finalement, le monde réel, il n'y en a qu'un parmi les mondes possibles. Et on rejoint ainsi une idée de la métaphysique de Leibniz, de choisir le meilleur des mondes parmi les mondes possibles. Voilà. Alors les multivers, c'est peut-être plutôt ça. Oui, c'est ça, ça. Et ça implique aussi que, il y a un monde possible dans lequel je gagne 100 fois d'affilée au loto, enfin, des trucs assez incroyables. En gros, la position d'Everett, c'est de dire que tout ce qui est métaphysiquement possible se réalise dans un monde donné, c'est ça? Oui, il y a un peu de ça, mais c'est surtout l'idée qu'on ne choisit pas finalement. La nature ne choisit pas sur quel état elle va se bloquer. Tout est possible et tout se réalise parallèlement. Oui, ça revient un peu à ce que vous dites, oui. D'accord, très bien. Bien. Et aussi, un lien qu'on peut faire qui est intéressant, et je viens d'y penser par rapport à votre position sur la physique quantique, si on arrive à montrer que la réalité fondamentale n'est pas strictement matérielle, ça laisse enfin, du coup, ça montre que la réalité n'est pas forcément déterministe et que, il peut y avoir une place pour des actions volontaires et intentionnelles, et donc expliquer pourquoi nous avons un libre arbitre. Euh, le problème du matérialisme athée et du déterminisme, c'est que bah, du coup, ils sont incapables de rendre compte de l'existence d'un réel libre arbitre au plan métaphysique. Et donc, ils doivent croire qu'on est des machines purement déterminées et que si je commets un meurtre, si je viole une petite fille de 5 ans, c'est l'univers qui m'a déterminé à le faire, je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, ça crée des positions assez radicales de nier Oui, l'existence du libre arbitre. Ça implique qu'on est incapable de rendre compte de la responsabilité morale de nos propres actions si on n'avait pas pu faire autrement. Et aussi, je pense que nier l'existence du libre arbitre, ça implique de nier l'existence même de la rationalité, parce que la rationalité présuppose que l'on peut faire un choix entre des propositions A et B pour choisir quelle est la plus véridique. En tout cas, on ne peut pas dire qu'une calculatrice qui est purement déterministe fait un quelconque raisonnement. Elle n'a pas pu poser de choix pour donner la réponse, parce qu'elle a été déterminée pour donner cette réponse par son constructeur. Et donc, si l'univers est purement déterministe, en fait, tout ce que je dis, toutes mes paroles, là, tout notre échange, il est déterminé par les lois de la physique. Et vu qu'on n'a pas la possibilité de dire autre chose, on ne peut pas vraiment dire qu'on est des agents rationnels, à mon avis. Donc, c'est quelque part rassurant de voir de se dire que la physique quantique montre que la réalité n'est pas réductible à la matière et donc il y a une vraie place pour le libre arbitre. oui, c'est vrai. Ça va d'ailleurs un petit peu plus loin. Ça fait l'objet d'un théorème, Cauchy et Specker. Et il faut ajouter que Specker était pasteur luthérien qui faisait des sermons à Zurich
sur le libre arbitre et l'omniscience divine. Donc, ce théorème va donner quelques éléments. L'idée est la suivante, c'est que pour montrer aussi que le libre arbitre est une hypothèse essentielle de la physique quantique, le libre arbitre de l'expérimentateur, au sens large du terme. La physique quantique est contextuelle. Alors, pour prendre un exemple, c'est l'idée d'une espèce de parabole avec un mage qui fait ouvrir 3 boîtes et il faut que le sujet dise dans quelle boîte il y a 2 boîtes vides et un diamant. Il faut qu'il trouve la boîte dans laquelle il y a un diamant. Alors, il peut ouvrir autant de fois qu'il veut. Alors, on se dit, bah, c'est facile, il va vite trouver. Sauf que les grandeurs sont incompatibles, et c'est ça qui se passe en physique quantique. C'est lié au principe d'Heisenberg. Donc, il ouvre les 2 premières boîtes, elles sont vides toutes les 2. Donc, c'est bah, facile, le diamant est dans la 3e. Mais la mesure de la 3e est incompatible avec les 2 premières. Du coup, donc, ça forme ce qu'on appelle un contexte, quand il a choisi ces 2 premières boîtes. Du coup, il choisit la 2e et la 3e. Et là, c'est un nouveau contexte. Et comme c'est un nouveau contexte, les dés sont remis à zéro en quelque sorte. Les compteurs sont remis à zéro. Et ils ne trouvent pas, dans la parabole, ils ne trouvent toujours pas le diamant. Parce qu'il y a un mage omniscient qui, derrière, apporte les réponses aux différents choix contextuels. Quand on fait un choix contextuel, on remet les compteurs à zéro. Il n'y a pas de prédétermination. Et le théorème Cauchy et Specker, il montre qu'il n'existe pas de variables cachées, c'est-à-dire de variables qui prédétermineraient les résultats pour tous les contextes. Avec une idée assez simple, c'est que si on avait, elle serait tellement nombreuse que ça ferait exploser l'espace des états. Et que donc, on ne peut pas prévoir les résultats des expériences librement choisies par les expérimentateurs sur les différents contextes. Et cela, ça donne la part belle au libre arbitre de l'expérimentateur. Et les théistes disent, mais par contre, l'esprit omniscient choisit les réponses, c'est comme le mage de la parabole, choisit les réponses aux différents contextes. Cependant, l'histoire du monde et mon histoire, c'est une succession de contextes que j'ai librement choisis, ce qui fait ma liberté. Et l'esprit omniscient a apporté les réponses aux différents contextes. Donc, je trouve ça très, très profond. C'est peut-être le moment de parler de la question justement du hasard irréductible en physique quantique et de l'expérience d'Alain Aspect, qui est le prix Nobel en 2022 à ce sujet. J'ai parlé des états intriqués. La vision classique, orthodoxe de la physique quantique, c'est de dire qu'un état superposé ne s'actualise que quand je fais la mesure. Mais avant que je fasse la mesure, si j'ai une superposition rouge et bleu, il est ni rouge ni bleu. C'est juste au moment paf, où je fais la mesure qui s'actualise. Le point de vue réaliste, c'est de dire, pas du tout, c'est dès la production de l'état, il y avait une variable dite cachée, dans une valise, je prends cette image, qui prédéfinissait cet état, par exemple rouge, et moi, quand je vais l'ouvrir au moment de la mesure, bah, je trouve que c'est rouge, mais les jeux étaient déjà faits avant. Et donc, dans une expérience d'intrication, quand j'envoie 2 particules en état intriqué, mais chacune superposée, si on a ce point de vue réaliste, ça veut dire qu'en fait, quand j'ai envoyé, il y en a une qui avait sa variable cachée rouge, l'autre sa variable cachée bleue. Quand j'ai ouvert sur Sirius, je la trouve rouge. Quand j'ouvre l'autre sur la Terre, je la trouve bleue. Oh, tout ça, c'est normal, c'était déjà prévu dès le départ. Et donc, la question est de savoir si c'est ce point de vue réaliste, qui est naturel finalement, qui l'emporte, ou si ce qui l'emporte, c'est le point de vue de Bohr, le point de vue orthodoxe, consiste à dire les états ne se fichent qu'au moment de la réalisation. Eh bien, c'est évidemment facile à discriminer. Il se trouve qu'un mathématicien, John Bell, en 1960, a établi une inégalité. Si le point de vue réaliste est vérifié, il y a une certaine grandeur qui est plus petite que 2, et sinon, elle peut être plus grande que 2, par les mystères, si je puis dire, de la physique quantique. L'expérience d'Alain Aspect a été faite par des photons intriqués, et donc il a fait ses mesures sur des polarisations, donc c'est pas du bleu et du rouge, c'est du plus ou du moins, typiquement. Il a déterminé statistiquement la grandeur de Bell, et aux fluctuations près, elle est toujours supérieure à 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable cachée. C'est-à-dire que les états ne sont pas prédéterminés, ils ne se déterminent qu'au moment où je fais la mesure. Et ça, c'est vraiment la plénitude de la physique quantique. Et les états se prédéterminent
avec un hasard irréductible, c'est-à-dire que personne, il n'y a qu'une causalité physique qui apparaît pour ce hasard. Et donc, c'est un hasard qui vient d'ailleurs, qui est un hasard qui sort du temps en quelque sorte. Alors, il y a un livre écrit par un physicien qui est très connu pour ses expériences d'intrication quantique, qui est Nicolas Gisin à Genève. Il écrit un livre abordable par tous, qui s'appelle L'impensable hasard. Donc, il explique très bien ça, que tout se passe comme si les phénomènes se passaient en dehors de l'espace et du temps. Voilà. Et donc D'accord. ça, c'est Donc c'est un quelque chose hasard, qui nous fait... c'est un hasard Oui. pour nous, mais du point de vue de Dieu, ça n'en est pas un. Enfin, voilà, Alors, parce en qu'il est effet, omniscient. c'est la question. C'est un hasard pour nous, mais effectivement, si je suis croyant, c'est pour Dieu, c'est pas un hasard, parce que je ne saisis qu'une bride des messages qu'il m'envoie. C'est Oui, comme parce si qu'on n'est pas j'écoutais omniscient. une symphonie, et que je ne perçois que quelques notes. Je me dis, ah, bon, c'est pas terrible. Bah oui, mais en fait, il y a la symphonie derrière. Et alors justement, peut-être ma dernière question, ça serait de dire, mais quel est le lien que vous pouvez faire entre euh, la physique quantique, l'existence de Dieu et votre foi chrétienne personnelle? Est-ce que c'est votre foi chrétienne qui vous motive à trouver ce genre d'argument dans la physique quantique, ou alors voilà, quel est votre Alors, je vais rapport à vous ça? dire que moi, j'ai exploré cette question sans a priori. Et je me disais, j'ai vraiment suivi la démarche de l'exploration de résultats nouveaux, expérimentaux, ou de résultats que je connaissais pas très bien, que j'ai creusés, mais vraiment scientifiques, quoi. Et c'est manifesté de façon évidente à moi le fait que les états contingents actualisés ne sont pas l'ultime réalité, que les états abstraits mathématiques sont des potentiels au sens d'Aristote, des états actualisés, que ces états potentiels sont pensés, et que s'ils sont pensés, c'est qu'il y a un penseur. Ça, on rejoint un peu la philosophie de Berkeley, et en tout cas, c'est ce que dit le philosophe Frédéric Guillot, avec qui j'ai beaucoup échangé. Les idées, elles ne flottent pas toutes seules en l'air, il y a quelqu'un qui les pense. Et il y a quelqu'un qui les pense, c'est l'esprit. Et du coup, on arrive à une chaîne métaphysique qui a sa cohérence entre l'esprit omniscient qui pense, qui envoie des informations, les états potentiels qui du coup prennent naissance et qui peuvent s'actualiser dans le monde. Un de mes amis me faisait remarquer que finalement la jeunesse, quand Dieu dit, bah, c'est finalement un transfert d'information. Donc c'est une information émise par l'être qui a vocation à s'actualiser. Et on rejoint quand même l'idée de Berkeley dans l'être, être, c'est percevoir et c'est être perçu. Et donc dans cet échange permanent entre l'être métaphysique et la réalité contingente, eh ben, il y a ça, il y a la perception et dans les deux sens. Alors maintenant, ce que j'ai trouvé saisissant, bon, parce que je me dis, de toute façon, moi, je ne veux pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas croire, il ne va pas croire, quoi. Je ne vais pas lui faire changer son univers philosophique et mental comme ça. Il y a aussi, et je pensais, un intérêt à cette affaire, c'est que si je suis croyant, je me dis, ben, finalement, je me rends compte que la physique m'amène à la conception d'un monde qui est très cohérent avec ce que je crois. Voilà. Et ça, c'est quand même important, qui ne va pas à l'opposé. Contrairement à ce qu'on entend dire parfois, oh, bon, maintenant la science, elle dit tout le contraire de ce que dit la religion. Je crois que là, au contraire, on s'intègre assez fortement, en particulier au christianisme, parce que finalement, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. C'est donc la religion de la présence de l'esprit dans la matière, d'une façon ou d'une autre, de l'interaction de l'esprit avec la matière. Si la matière, le monde physique, était sous une espèce de cloche imperméable avec l'esprit, il n'y aurait pas de christianisme. Il n'y aurait pas une incarnation, il n'y aurait pas la transubstantiation, il n'y aurait pas eu la résurrection. D'ailleurs, c'est la fin de l'évangile de Saint Jean, hein. Je cite ces faits pour que vous croyiez, mais les faits, ils sont observés, c'est une expérience physique. Et donc, moi, je suis satisfait de me dire que la physique me laisse entendre qu'au-delà de la matière, il y a l'esprit, et qu'il y a cette interaction permanente entre l'esprit et la matière. Et si je me dis que l'esprit, c'est Dieu, que c'est Dieu tout-puissant, eh bien, je suis très satisfait de savoir que, et c'est dans le dogme catholique depuis toujours, depuis saint Paul, entre autres, que l'esprit est en permanence, en tout point et à tout instant derrière le monde pour le soutenir.
Très bien, bah, ça fait une très belle conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou voilà, Alors, je vais rajouter une image que j'aime bien, c'est celle de la musique. Euh, quand vous avez des notes inscrites sur une portée, c'est pas en soi de la musique, ce sont des signes comme des signes mathématiques. C'est un potentiel de musique, donc c'est l'état potentiel. Quand l'orchestre et les joueurs jouent la musique, elle s'actualise. Donc c'est le potentiel qui s'actualise. Est-ce qu'on peut en rester au potentiel? Non, il y a un musicien qui a écrit. Il y a Amadeus qui a écrit la symphonie. Eh bien, dans le monde, c'est pareil. Il y a les états actualisés, il y a les états potentiels que nous fait découvrir la physique quantique. Et donc, derrière les états potentiels, il y a Amadeus qui mène la symphonie du monde. très bien, très belle image. Sur Voilà. ce, merci d'être venu sur cette chaîne pour nous parler de votre dernier livre. J'incite les auditeurs à l'acheter. Je vous mettrai le lien en description. Donc, à ma connaissance, c'est un des premiers livres en langue française qui fait le lien entre Dieu et la physique quantique, en tout cas de manière aussi élaborée et détaillée. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Yves Dupont, qui, je rappelle, a été professeur pendant 35 ans en classe préparatoire en physique et docteur en physique aussi. Donc, n'hésitez pas à l'acheter et je vous souhaite à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Yves, d'être venu. Merci à vous. Au revoir.